Bonjour tout le monde, ici Marie-Soleil Noro, naturopathe agréée. Je suis accompagnée de mon invité spécial aujourd'hui, Danick Legault, naturopathe agréé également. Bienvenue Danick. Merci Marie-Soleil de l'invitation. Ça fait plaisir d'être là. Je suis vraiment contente qu'on prenne le temps de parler de ce sujet-là. Bonjour à tout le monde à la maison. Peut-être nous dire un petit coucou avec un pouce ou dans les commentaires pour nous dire si vous nous entendez bien. Puis gênez-vous pas de poser vos questions. Et nous dire si vous prenez de la vitamine D, est-ce que vous prenez de la vitamine D toute seule? Est-ce que vous prenez de la vitamine D combinée avec des cofacteurs? On veut vous entendre, donc on va parler ensemble. C'est plus une discussion aujourd'hui, en fait, qu'un cours. On veut vraiment, euh, en fait, se poser des questions par rapport à qu'est-ce qui se passe au niveau de la vitamine D, au niveau de la nouvelle recherche, la science, les cofacteurs. C'est quoi les bémols en ce moment? C'est quoi les controverses? Puis, qu'est-ce qu'on voit dans notre pratique qui est peut-être des fois mal faite, qui pourrait être mieux faite pour votre santé globale? Donc, merci Danick d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment contente qu'on puisse faire ça aujourd'hui. Absolument. Puis la vitamine D, c'est toujours un sujet populaire depuis bien des années maintenant. C'est une des vitamines les plus étudiées. Puis là, bon, on arrive à l'automne. Fait que là, tu sais, bon, c'est classique un peu au Québec, au Canada. Bon, on devrait supplémenter en vitamine D. En même temps, on voyait toutes les histoires là, de bon, l'infection virale, les liens avec les vitamines D, tout ça dans la pandémie qu'on vit là, depuis 1 an et demi. Donc, plusieurs questions et interrogations au niveau de la vitamine D. Puis des fois ce qu'on voit dans la population, dans les informations qui sont véhiculées, des fois c'est super bon, puis des fois ça demanderait un petit bémol ou des petits questionnements, des fois qui vont un petit peu plus loin. Là, puis c'est ça qu'on va essayer de voir un peu aujourd'hui. Excellent. Ben oui, on entend de vraiment toutes les couleurs. Je voulais qu'on mette les pendules à l'heure pour aider le plus possible les gens avec l'hiver qui s'en vient parce que, bon, oui, comme tu viens de le dire, on vit des choses pas faciles depuis les 2 dernières années. Il y a tellement de belles choses qui peuvent aider notre système immunitaire, prévenir les infections respiratoires et la vitamine D en fait partie, mais elle n'est pas isolée. C'est surtout ça que je voulais mettre en lumière avec toi aujourd'hui parce que je sais que tu fais beaucoup de recherches et de lectures de ton côté. On voit énormément de belles recherches puis de auteurs en Amérique du Nord, donc surtout aux États-Unis, qui nous apportent des lumières sur la vitamine D. Je trouve qu'il y a comme une pensée réductrice ou on peut utiliser le terme qui est de la réductionnisme, de penser que la vitamine D, on sait tout, que juste de prendre la vitamine D sans nécessairement regarder d'autres cofacteurs ou de regarder qu'est-ce qui se passe dans le corps, est-ce que l'absorption est là. Des fois, on s'arrête, puis au niveau de la nutrition, au niveau des suppléments, on dirait que des fois, quand il y a de la recherche, on s'arrête là, puis on pense qu'on sait tout, mais il faut quand même être humble dans notre domaine. La science de la nutrition, ça fait seulement à peu près 100 ans que ça existe et c'est en constante évolution. Donc, il ne faut jamais s'arrêter et penser que c'est un absolu. Donc, oui, on sait depuis plusieurs années que la vitamine D est importante, mais dans les dernières années, on a vu que la façon de le doser n'est pas évidente, que c'est différent d'une personne à l'autre. Donc, on parlait ensemble avant le podcast. L'obésité est très, très impliquée là-dedans, la capacité de digestion, la pollution. Il y a vraiment plein de choses qu'on veut vous parler aujourd'hui. Donc, merci à tous pour vos petits commentaires. Ça semble être bon. Là, il y a quelqu'un qui n'a pas de son. Ça, c'est sûrement votre ordinateur parce que les autres semblent nous entendre. Donc, regardez les paramètres dans votre son, soit avec votre téléphone. Des fois, il y a un petit bouton qu'il faut peser pour le son. Et donc, toi, Danick, c'est quel auteur qui t'a le plus allumé des lumières ou des drapeaux rouges dans la dernière année par rapport à la vitamine D? Oui, en fait, il y en a quelques-uns. Principalement, j'adore un naturopathe américain qui s'appelle Brian Walsh, qui a tendance, à penser en dehors de la boîte, de vérifier la recherche lui-même, de poser des hypothèses qui sont un peu différentes. Alors, c'est ça. Donc, je m'intéresse beaucoup à lui. C'est un de mes mentors, en fait. Donc, j'étudie beaucoup avec lui, etc. Avec beaucoup des informations qu'on va voir aujourd'hui, du moins, vient de lui ou des interrogations de lui. Et bien sûr, dans la recherche, parce que la vitamine D, comme je disais tantôt, c'est une des vitamines les plus étudiées. Donc, ce n'est pas les recherches qui manquent. Là, je pense que c'est comme 90 000 références dans PubMed et tout. Donc, il y en a pour tous les goûts. Ce qu'on peut voir aussi, des fois, c'est qu'on dirait qu'il y a une facilité. En naturopathie, on a tendance à dire, on veut toujours poser la question pourquoi.
On va essayer d'aller à la source. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire. Donc, on essaie de poser la question pourquoi. Puis souvent, quand il y a quelque chose comme la vitamine D ou un autre nutriment, si ça existe en supplément, on va avoir tendance à dire, bien, c'est la solution facile, on en prend. Donc, on verrait un vitamine D qui est basse, ah, ben, c'est pas grave, hein, tu vas au magasin, tu achètes ta vitamine D, puis c'est réglé. OK, mais personne ne pose la question pourquoi elle est basse. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres raisons? Même chose avec le magnésium. OK, je semble manquer de magnésium ou peu importe. Ou quand je vois la liste de symptômes, il manque de magnésium. Cool, je vais aller chercher un pot de magnésium. Oui, mais pourquoi il manque de magnésium? As-tu besoin d'une certaine acidité de l'estomac pour absorber certains nutriments? Y a-t-il d'autres facteurs qui font que c'est bas avant de supplémenter? Donc, c'est extrêmement facile de juste dire on prend juste de la vitamine D sans regarder le reste. Puis, j'aurais tendance à dire aussi qu'on le voit, mettons, avec d'autres choses. Exemple, il y a plein de recherches en lien avec les infections virales que les facteurs augmentent, tout ça quand l'albumine dans la prise de sang est basse. L'albumine qui pourrait être des signes que lorsque c'est bas, d'inflammation ou d'infection, par exemple. Mais il n'y a pas personne qui va dire, bien, c'est facile d'abord, prends de l'albumine en supplément. Ça n'existe pas, bien sûr. Mais là, on dirait que quand c'est la vitamine D, c'est facile. Fait que là, on se dit, bah là, la vitamine D, c'est facile, on a juste à prendre la vitamine D. Lorsque c'est un autre marqueur qui fait partie de notre physiologie, c'est là qu'on essaie de comprendre le pourquoi. C'est ça qu'on devrait faire probablement avec l'ensemble. Donc, c'est ça qu'on a essayé de faire, c'est ce que Brian essaie de faire, de se poser des questions pourquoi, puis de voir, toujours en sachant que la vérité absolue n'existe pas, puis que ça varie dans le temps, ça continue à avancer, la compréhension. Alors, puis on s'est trompé là, plein de fois là, dans le passé. Donc, pourquoi qu'on aurait raison présentement? Donc, ce qu'on jase un peu aujourd'hui, on essaie de voir qu'est-ce qu'on semble reconnaître, du moins toi et moi actuellement, en sachant que peut-être la semaine prochaine, dans 1 an ou dans 5 ans, on va dire des choses un peu différentes et ça serait totalement normal. Exact. Super. Ben, en fait, je pense que je veux commencer, moi, à mettre en lumière peut-être les problèmes ou en fait les mythes qu'on voit dans notre pratique ou dans notre entourage. Donc, premièrement, j'entends souvent parler, des fois l'hiver, les gens vont prendre une marche avec leur tuque, leur mitaine, puis ils disent « Ah, j'ai pris ma dose de vitamine D ». Fait que ça, c'est faux. En fait, on n'est pas capable de fabriquer de la vitamine D pendant l'hiver dans l'atmosphère, en fait, au niveau de l'hémisphère nord. C'est à partir de la moitié des États-Unis, à peu près, si je me rappelle bien, là, que le soleil n'est pas assez fort à partir de fin septembre, début octobre. Donc, il faut déjà commencer à supplémenter pour ceux qui n'ont pas encore commencé. Puis, il faut faire une distinction entre le bienfait de la luminosité. Donc, quand vous allez avoir du soleil en travers votre fenêtre, on le sait que ça stimule, on sait que ça aide l'humeur, on le sait que la luminothérapie est excellente pour l'effet antidépresseur. Mais la vitamine D, elle aussi, elle a des études sur l'effet antidépresseur, mais vous n'allez pas fabriquer de la vitamine D en ayant du soleil par votre fenêtre. Ça, c'est vraiment important. Même l'été, c'est un problème. Les gens pensent des fois qu'ils vont en fabriquer à travers leur fenêtre. Et je ne sais pas, toi, si tu vois ce bémol-là aussi. Mais je voulais en parler aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire du ski des fois puis ils ont juste les joues à l'air puis ils pensent qu'ils ont fait leur vitamine D cette journée-là. Là. Oui, absolument. Je pense que puis ça serait à vérifier, là, comme tu disais, là, mais c'est comme Atlanta en montant qu'on produit moins la vitamine D. Atlanta, c'est assez au sud, hein? Il fait assez chaud quand même à l'hiver. Donc, on est très, très loin de ça, nous. Mais donc, oui, il reste ce bémol-là. Donc, bon, pendant l'hiver, on ne va pas capter ou produire la vitamine D à partir de notre peau. Aussi, souvent, il y a juste une petite, comme tu dis, mettons, ils vont faire du ski, puis il y a juste les petites pommettes qui viennent rouges un peu parce qu'il y avait le reflet du soleil un peu sur la neige. Alors, mais ce n'est pas une très grande surface. Là. Souvent, on va voir les études. Bon, il faudrait être relativement, torse nu avec un certain pourcentage de peau exposée pour un certain nombre de minutes, autour de midi, en plein été, par exemple, au mois de juin ou quelque chose comme ça. Et là, on avait une certaine assimilation. Mais moi, j'avais une question aussi pour toi parce qu'on voit que il y en a quand même un peu dans notre nourriture de la vitamine D. Tu penses-tu qu'on devrait augmenter, je ne sais pas, là, certains aliments à l'hiver pour essayer d'augmenter notre vitamine D ou c'est pas suffisant? Ou tu sais, j'ose-moi là-dessus un peu. Ben oui, c'est une bonne question. J'ai critiqué justement en 2020 un article qui avait paru dans le Journal de Montréal qui avait été écrit par le docteur Béliveau, que je respecte beaucoup pour ses recherches sur le cancer et tout ça.
Je trouvais que justement, c'était assez limité comme information parce que, bon, on mentionnait que vitamine D à 1000 unités, c'est souvent ça qu'on entend parler, que les gens vont en avoir assez, puis que justement, ils mentionnaient qu'on pouvait aller en chercher dans les poissons gras, donc on entend parler du saumon ou le hareng, le maquereau en conserve, donc des petits poissons qui ont des oméga 3, souvent c'est bien fait, c'est accompagné de vitamine D et de vitamine A, comme on va parler. Puis, on va aller en chercher un petit peu dans les aliments gras, comme le beurre. Il y en a un petit peu pour les gens qui mangent des abats, donc surtout dans le foie. On ne voit pas ça beaucoup en Amérique du Nord. Au Canada, on voit plus ça peut-être en Europe. C'est plus commun de manger du foie. Ici, malheureusement, c'est un aliment qui n'est pas assez connu parce que c'est extrêmement santé. J'ai d'ailleurs 2 recettes sur mon site web pour ceux qui veulent expérimenter de manger ça. Mais je pense que supposons qu'on va chercher, je ne sais pas, un 400 unités internationales avec un morceau de saumon, pour prendre un exemple, puis qu'on mange du foie peut-être une fois par semaine, 2 semaines, puis encore là, c'est rare que les gens vont aller chercher ça, puis les petites quantités qu'on va aller chercher ailleurs, c'est rare qu'on va aller chercher une dose thérapeutique pour la majorité des gens, puis encore là, c'est le poids. Donc, c'est ça que j'avais critiqué dans l'article, c'est que supposons qu'on dit, OK, que 1000, c'est la valeur générale, bien, on s'entend que un homme qui pèse 250 livres parce qu'il peut être très grand, 6 pieds 4, musclé, peut-être bâti, bien, sa dose va probablement être le double, sinon le triple de moi, par exemple. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a plusieurs choses à prendre en considération. Je pense que l'alimentation, c'est intéressant. Si la personne prend vraiment beaucoup de soleil, fait peut-être des bonnes réserves. Encore là, c'est pas tout le monde qui a la capacité de fabriquer sa propre vitamine D d'une façon adéquate. On l'a vu dans des études, dans des gens qui prennent du soleil, puis que finalement, quand ils se font tester, le dosage est bas. Fait que je pense que ça vaut la peine de vraiment aller au-delà peut-être de l'alimentation dans certains cas. Encore là, ça dépend où est-ce que vous habitez. Est-ce que vous allez en Floride pendant l'hiver puis vous allez faire des réserves ou non? Peut-être que ces gens-là peuvent s'en sortir avec juste l'alimentation, mais quelqu'un qui reste juste au Québec, je pense qu'il y a des grandes chances de tomber en carence, là. Oui, puis c'est pour ça, je pense que la médecine, justement, voulait moins tester, du moins au Québec, la vitamine D, juste parce qu'ils prenaient pour acquis quand tout le monde est carencé de toute façon, ou presque. Donc, ils voyaient moins la valeur de tester ça. En même temps, il y a un certain coût à ça, bien sûr. Donc on n'a pas assez avec notre bouffe, probablement qu'on devrait supplémenter, mais je vais apporter quand même un certain bémol ou du moins un point de vue, même si on est au Canada un peu. Ça, c'est Sachin Patel qui disait ça, qui est un autre de mes mentors que j'ai côtoyé beaucoup, que je côtoie encore. Puis lui, il disait une carence en vitamine D, c'est peut-être plus qu'une carence en vitamine D. En fait, c'est une carence en soleil. Donc, on sait que le soleil va apporter, justement, nous aider avec nos neurotransmetteurs, comme tu disais tantôt, l'oxyde nitrique, etc., va aider à dilater nos vaisseaux, tout ça. Il y a un paquet de bienfaits sur le soleil. Donc, c'est pas seulement une carence en vitamine D, c'est une carence en soleil, c'est une carence au fait d'être dehors. C'est une carence au fait d'être en contact avec la nature, probablement. Donc, puis si la personne n'est pas dehors et n'est pas en contact avec la nature, est-ce que ça se pourrait que ce soit une personne qui est trop stressée ou qui travaille trop? Donc, on voit qu'il y a aussi comme un déséquilibre dans le mode de vie. Bon, au-delà du fait, bien sûr, qu'on reste très au nord, puis qu'à l'hiver, on n'en absorbe pas, puis qu'on devrait probablement supplémenter, on devrait aussi se poser la question, est-ce qu'il y a des carences en d'autres choses? Est-ce que je passe assez de temps dehors, etc.? Est-ce que je fais mes réserves pendant l'été? Est-ce que je suis en contact avec la nature? Est-ce que je suis trop stressé? Ou peu importe. Ou si j'ai d'autres désordres métaboliques qui font qu'après ça, on absorbe moins la vitamine D aussi. Donc, c'est de voir ça de façon globale un peu, puis de dire une carence en vitamine D, c'est aussi une carence en étant dehors. Une carence d'extérieur, une carence en nature. Exact. J'aimais beaucoup cette façon de voir-là aussi. Puis, avoir tendance à répéter ça à certains clients un petit peu, c'est qu'on devrait regarder notre mode de vie aussi au-delà de ça. Même si c'est vrai, bien sûr, qu'à l'hiver, ça, probablement que c'est une bonne idée, mais on devrait avoir ça en tête, je pense. Oui, mais c'est clair que si on a une alimentation super variée puis qu'on retourne peut-être à nos valeurs de grand-mère. Nos grand-mères avaient raison, on faisait beaucoup d'aliments qu'on mange plus aujourd'hui, comme les fameuses marmites, où est-ce qu'on retrouve justement les articulations ou certains organes qui est laissé dans les bouillons. On va aller chercher certains nutriments. On le sait aussi que nos grands-parents ou nos parents, dépendamment quel âge qu'on a, donnaient de l'huile de foie de morue. On a tellement entendu parler de ça, puis ça a été, je pense que c'est pas que ça a été banni, mais ça a été sali parce qu'il y avait une étude à une époque qui avait dit que la vitamine A était dangereuse,
Puis encore là, c'est un débat qui est controversé aujourd'hui, mais c'est de plus en plus démontré que ça avait été une mauvaise étude, surtout de la vitamine A synthétique, surtout des hautes doses. Mais naturellement, en fait, l'huile de foie de morue, donc pour ceux qui ne veulent pas nécessairement manger du foie, vous pouvez aller acheter de l'extrait de l'huile de foie de morue, soit en liquide ou en gélule. Puis dans la nature, c'est super intelligent, ça contient de la vitamine D et de la vitamine A qui est supposée une équipe importante à combiner ensemble. Et donc, peut-être que nos grands-parents avaient raison à plusieurs niveaux de donner ça. Donc, on savait qu'ils donnaient pour réduire les infections respiratoires l'hiver. Puis, le mécanisme n'était pas très connu, mais la nature fait bien les choses, fait des réserves de soleil, en fait, dans le foie des poissons et de certains autres animaux, bien entendu. Mais j'aime ton idée de vraiment voir ça comme quelque chose de global. Puis effectivement, les gens manquent de soleil, les gens sont beurrés de crème solaire aussi l'été. Il ne faut pas oublier que la crème solaire va bloquer, elle va inhiber, dans le fond, qu'est-ce que le soleil fait sur notre peau. Fait que ça, des fois, les gens passent beaucoup de temps dehors, mais ils ne font pas leur vitamine D parce qu'ils sont crémés de la tête aux pieds pratiquement la minute qu'ils sortent dehors. Là. Mm-hmm. Et huile de foie de morue qui est comme un remède de grand-mère, mais qui n'existe encore aujourd'hui, bien sûr, dans n'importe quel magasin d'aliments naturels, un petit pot d'huile de foie de morue. Alors, c'est bon. Puis là, ça m'amène aux cofacteurs un peu. Là. Bon, des fois, on va voir certaines études et autres, on va dire, bon, si la vitamine D est basse ou si on pense qu'on a toujours en carence de vitamine D, que ce soit dans une prise de sang ou un autre, on devrait regarder certains cofacteurs. On entend parler de magnésium, mais si le magnésium est trop bas, on absorbe moins bien la vitamine D et vice-versa. Il y aurait des liens avec le calcium, le glutathion. Mais aussi, parle-moi du lien avec les autres. On a parlé un peu dans l'huile de foie de morue, mais la vitamine A, mais aussi K2 et E. Est-ce que c'est peut-être quelque chose qu'on devrait prendre un peu plus ensemble, vu que c'est des vitamines liposolubles, c'est-à-dire que c'est comme dans la même famille un peu. Exact. Alors, jase-moi de ça, le magnésium, calcium, glutathion, vitamine A. Oui, pas de problème. Ben avant, je pense qu'il y a quelque chose au début que j'ai oublié de mentionner qui est super important pour les gens qui nous écoutent. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont soit se faire tester automatiquement par leur médecin parce qu'ils ont une condition ou qui sont en haut de 55 ans. Il y a de plus en plus de gens qui vont avoir des tests sanguins pour mesurer la vitamine D. Puis c'est super agréable parce que ça peut aider dans beaucoup de cas. On le voit un petit peu moins au Québec, comme tu disais tantôt, mais on le voit quand même, mais c'est super important pour les gens de comprendre que le marqueur qui s'appelle 25OH, des fois on va voir 25-hydroxyvitamine D, c'est un marqueur indirect. Puis justement, Dr. Brian Walsh, qu'on aime toutes les deux, lui, il appelle ça une molécule de acute negative reactant. Fait que c'est plus une molécule réactive qui est justement influencé par plein de facteurs dans votre corps. Donc, ce n'est pas un marqueur direct de vitamine D. Ça, c'est vraiment peut-être le plus gros point aujourd'hui que je voulais apporter. C'est que quand vous voyez votre dose sanguine, vous ne pouvez pas absolument vous fier à ça pour votre taux de vitamine D. En fait, c'est vraiment indirect, puis c'est influencé par plein de choses. Puis ça, je vais te laisser parler tantôt de tout ce qui influence. Mais qu'est-ce qui est connu pour être la forme active dans le sang, c'est pas testé. Puis ça, je me pose vraiment la question. Je pense que toi non plus, tu n'as pas la réponse. On entend de plus en plus parler. C'est la 1-25OH, donc la déhydrovitamine D, qui est aussi connue sous le terme calcitriol. C'est ça la forme active dans le sang, mais on ne le voit pas testé en ce moment. On entend de plus en plus parler, par contre, par les chercheurs, puis les spécialistes, surtout les gens qui vont aller plus en détail pour des maladies spécifiques comme les maladies auto-immunes ou les maladies inflammatoires. Mais ça, je ne comprends pas pourquoi. En ce moment, là, pratiquement tout le monde dans la communauté scientifique va tester le 25OH, mais c'est marqueur indirect. Fait que c'est important de savoir que ça ne veut pas nécessairement, ça ne donnera pas nécessairement votre vrai taux de vitamine D active dans le corps. Puis, ben là, ça nous amène un peu à la question que tu m'as posée, mais je peux peut-être te laisser nous expliquer comment que le calcium et le magnésium influencent ça, parce que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui en prennent, mais encore là, il y a beaucoup de gens qui ont la pensée de dire « Ah, ben la vitamine D, c'est comme la plus importante, c'est elle qui est étudiée », puis ils oublient que c'est vraiment global, la santé, puis justement que ces choses-là travaillent en équipe, puis que des fois, quand on prend juste une vitamine, ben, elle ne fonctionne pas bien parce qu'elle manque ses frères et sœurs là, pour faire le rôle complet. Absolument. Puis juste avant d'arriver au cofacteur, donc, dans certaines études, on va voir que justement le 25OH et même le 1.25 aussi, qui est la forme active, bon, il faut que ça soit hydrolysé, hein, ces affaires-là, hydroxylysé. Fait que, bref, la première étape est dans le foie, la deuxième étape est dans les reins pour pouvoir passer à la 1.25.
Mais le 25 OH qui habituellement est mesuré dans une prise de sang, lorsque c'est mesuré, va contenir pas juste la vitamine D3, va contenir des affaires comme du iPomer ou du Isobar, puis un peu de vitamine D2 aussi, parce qu'il y a de la D2, il y a de la D3. Oui, la D2, c'est la forme végétale, en fait. Fait que les véganes, des fois, vont acheter des suppléments, ça va être écrit D2. Fait que le corps, il faut qu'il convertit en forme D3 pour être actif dans le corps. Puis là, encore là, des fois, il peut y avoir des bémols. Absolument. Puis donc, tout le monde s'entend, je pense que c'est assez clair, de toute façon, que c'est la D3 qu'on a besoin, qu'on utilise et tout. Mais on voyait dans certaines études, par exemple, qui mesuraient avec des tests plus spécifiques qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur du 25 OH. Puis tu avais certaines personnes qui avaient un taux de total de 25 OH relativement élevé, c'est-à-dire correct dans la normale, mais que leur taux de D3 était beaucoup plus bas parce qu'il y avait beaucoup plus de D2, il y avait beaucoup plus d'Isobar, Ipomer, etc. Puis que finalement, c'était peut-être quelqu'un qui manquait un peu de D3 ou qu'on devrait peut-être voir certains autres facteurs et autres qui faisaient que son niveau de D3 était un petit peu plus bas. Donc, lorsque le 25 OH est correct dans le sang, ça ne veut pas nécessairement dire, probablement, si on se fie à ces études-là, que c'est totalement correct. C'est un indice qu'on peut prendre. Comme tu dis, ce n'est pas l'idéal. Un 25 aussi donnerait d'autres informations. Mais c'est pas aussi clair que ce qu'on pense. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on teste la vitamine D et il y a différentes sortes de tests qui semblent tester différentes choses, comme je mentionnais là. Fait que, donc, ça prend avec un grain de sel ou ça aussi, puis de regarder les autres marqueurs, justement, y aurait-il des facteurs d'inflammation, etc., qui feraient que la vitamine D est moins absorbée. On va en venir après. Mais bon, donc, dans les... je vais parler un peu de K2, là. On était dans les cofacteurs. Oui. La vitamine K2 est super importante. En fait, pour résumer la vitamine K2, c'est qu'elle envoie le calcium à la bonne place. Fait que la vitamine D, ça peut augmenter l'absorption du calcium, ça augmente le calcium, puis la K2 l'envoie à la bonne place. Elle améliore aussi l'absorption de la vitamine D. Donc, lorsqu'on voit toutes les études, honnêtement, sur la vitamine K2, on a tendance à vouloir un produit optionnel de vitamine D qui contient un peu de vitamine K2. C'est pour ça que c'est ça que j'utilise depuis plusieurs années maintenant. On avait même une PhD là, en nutrition là, qui s'appelle Diana Menick qui disait la vitamine, il y a quelques années, la vitamine K2 va être la prochaine vitamine D. Alors, lorsque ça va tout sortir sur les études, ça va devenir la nouvelle coqueluche ou la nouvelle vedette. Hein. Il y a des modes un peu là-dedans, autant en alimentation qu'en supplémentation, etc. Puis donc, elle riait un peu de ces modes-là, mais en disant la vitamine K2 est la prochaine vitamine D. Oui. Alors, c'est ça. Donc, je peux peut-être faire juste un aparté ici parce que je trouve ça important, c'est que la K1 puis la K2 est différente, là, fait qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails, mais on vous invite à peut-être regarder si vous n'êtes pas au courant de la différence. Une est plus dans les légumes verts, puis l'autre, elle est plus au niveau des sources animales qui ont donc les sources grasses animales, comme par exemple le beurre ou d'autres parties de l'animal, mais surtout les animaux qui vont avoir mangé de l'herbe. Fait que ça revient encore à notre histoire de mentalité de nutrition ancestrale avec qu'est-ce qu'on donnait aux animaux dans le temps de nos grands-parents. Les animaux qui mangeaient de l'herbe fabriquaient plus de K2. Puis si on mangeait justement le beurre ou le gras de ces animaux-là, on absorbait plus de K2. Ouais. Fait que c'est une carence, encore une fois, à cause de l'alimentation moderne qui a été complètement changée. Fait que c'est important de faire l'apartat pour ceux qui consomment peut-être pas ça, de voir c'est quoi vos sources, puis peut-être que ça vaut la peine de supplémenter avec un combo, comme tu disais. Moi aussi, je donne toujours les deux en même temps, en sachant que la vitamine D, elle augmente votre absorption du calcium, fait que vous ne voulez pas avoir du calcium qui se promène à mauvaise place dans le corps. La K2, elle va aller dire au corps de le mettre à la bonne place pour que ce ne soit pas dangereux, parce que il y a des études, beaucoup qui sont sorties dans les dernières années au niveau des maladies cardiovasculaires avec la K2, puis même pour les infections respiratoires, si je me rappelle bien, durant la pandémie. Oui, absolument, absolument. Puis l'autre qu'on aime ou qu'on aime l'appeler la vitamine mal aimée, tu en as glissé un mot tantôt pour la vitamine A, parce que là, comme oh my God, là, il y a comme une étude de 1940 qui donnait une certaine toxicité, une étude plus ou moins mal faite et tout ça, puis là c'est rendu la mal aimée. Donc, la vitamine A, c'est un devil, c'est l'ennemi, il faut faire attention à ça et tout ça. Donc, si on est une femme enceinte, il ne faut pas manger trop de foie de veau, par exemple, parce qu'on va avoir une toxicité à la vitamine A et tout ça avec un paquet d'autres problèmes. Je sais que tu as regardé la vitamine A dernièrement, puis tu sais,
une fan de vitamine A en même temps, ou du moins la mal-aimée revient dans nos cœurs un peu. Fait que jase-moi un peu de la vitamine A ou son lien avec la vitamine D rapidement. Oui, pas de problème. Ben, c'est une autre belle porte qu'on peut ouvrir par rapport à l'absorption des vitamines liposolubles, puis aussi des problèmes génétiques. Fait que deux affaires différentes qu'on peut décortiquer ici. En fait, la vitamine D, elle fait partie du groupe des vitamines qu'on appelle liposolubles, lipo pour gras. Donc, c'est des molécules qui sont pas solubles dans l'eau et qui ont besoin, en fait, d'être émulsifiées dans notre système digestif pour être absorbées. Donc, ça veut dire que ça a besoin de notre bile qui vient avec la petite pochette connectée avec notre foie. La bile va aider à émulsifier comme un peu quand on fait une mayonnaise avec un jaune d'œuf, on va aller émulsifier le gras. Donc, c'est le même principe. La bile, elle va décomposer, en fait, les molécules de gras en minuscules gouttelettes et donc va permettre une meilleure absorption de ces vitamines-là. Fait que A, D, E, K, c'est toutes des vitamines liposolubles. Puis il y a beaucoup d'auteurs qui disent que la nature est bien faite, puis justement, c'est toutes des vitamines qui travaillent en équipe parce qu'elles sont justement liposolubles. Puis, donc, ça, c'est une chose qu'il faut parler, c'est que les gens, s'ils ont des problèmes avec la digestion des gras, s'ils ont plus de vésicule biliaire ou qui ont peut-être une insuffisance biliaire ou est-ce que, justement, la bile, elle s'écoule pas bien puis qui ont vraiment une gestion lourde quand ils mangent du gras, bien, peut-être que ces gens-là absorbent pas bien la vitamine D et tous les cofacteurs que je viens de nommer dans cette famille de vitamines liposolubles-là. Fait que ça vaut la peine à ce moment-là de parler avec votre thérapeute pour voir est-ce que vous pouvez peut-être prendre un supplément avec de la bile? Donc, des fois, comme un complexe d'enzymes qui va avoir de la bile va aider vraiment votre absorption de ces vitamines-là. Ou vous pouvez adresser votre vésicule biliaire avec votre thérapeute si vous en avez encore une. Fait que ça, c'est une chose. Puis ensuite, la science nous démontre maintenant que la génétique va jouer un gros rôle par rapport à comment on va utiliser ces vitamines-là. Donc, il y a des SNP génétiques qu'on appelle SNP, donc des polymorphismes, c'est le vrai terme génétique, qui va faire en sorte que certaines personnes vont avoir des blocages dans leur corps. Donc, des fois, les gens vont avoir les deux blocages des deux parents. Il y en a des fois qui vont avoir juste hérité d'un côté de la famille, fait que ça va être un petit peu moins pire. Mais il y a des gens qui vont absorber la vitamine D puis la vitamine A de façon vraiment réduite, ou c'est peut-être plus au niveau de la conversion, comment ils vont la transformer. Fait que c'est ça que j'ai écrit cette semaine sur mes réseaux sociaux. C'est la vraie vitamine A, puis la confusion avec la carotte. Donc, si on prend, par exemple, votre sac de carottes, ça va être écrit vitamine A dessus, mais ça, c'est la pro-vitamine A végétale. Votre corps, il faut qu'elle convertisse en vitamine A, bon, avec l'aide de votre foie puis des cofacteurs comme le zinc. Mais ça, ce mécanisme-là, ça se fait pas comme ça. Ça se fait avec plein de mécanismes dans votre corps et c'est influencé par votre génétique. Il y a des gens qui peuvent avoir une réduction de cette transformation-là jusqu'à 60%. Fait qu'encore là, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de regarder le gros portrait. Fait qu'en sachant qu'on a besoin de vitamine D, que c'est extrêmement démontré, que comme tu as dit, il y a des milliers d'études sérieuses sur cette vitamine-là, puis en sachant que la nature met naturellement souvent la vitamine A, la forme animale qui est appelée rétinol avec la vitamine D, bien, il faut se poser la question, est-ce que ça travaille en équipe? Puis quand on regarde la littérature, bien, on voit souvent des auteurs qui disent que la vitamine D et A s'aident ensemble, donc il va y avoir comme une genre d'entraide et de compétition, fait que c'est une question d'équilibre, mais une ne va pas sans l'autre au niveau de s'aider à ne pas devenir toxique dans le corps. Fait que ça revient encore à mon histoire de ne pas être avec une vision réductrice. À chaque fois qu'on essaie d'isoler une vitamine puis de se fier juste à elle, puis qu'on oublie les autres, ben c'est là qu'on va créer des fois des déséquilibres dans le corps. Oui. Ou même des fois, il y a des histoires de toxicité justement avec la vitamine D aussi. Il faut faire attention, la vitamine D, c'est une vitamine liposoluble, elle s'accumule dans le corps, on peut être toxique. Oui. Oui, mais il faut vraiment travailler fort pour faire ça. Je ne peux pas dire, toi, tu es en pratique depuis longtemps que moi. Est-ce que tu as déjà vu vraiment une toxicité à la vitamine D, mettons, dans ta clinique? Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais on dit. J'ai vu des dosages des fois trop élevés. Je te dirais que ça arrive souvent quand les gens se trompent parce que c'est mêlant des fois les histoires de unité internationale versus microgrammes. Ça, depuis qu'ils ont commencé à écrire les microgrammes, je pense que les gens se trompent parce que des fois, ça va être écrit comme 25 microgrammes qui équivaut 1000 si je me rappelle bien. Puis là, ben, la personne, elle va en prendre 4 fois plus parce qu'elle va penser que 4 fois 25, ça fait 100. Ah, ben c'est ça qui fait mon 1000. Puis bon, fait que j'ai vu des gens vraiment en prendre trop parce qu'ils lisaient pas bien l'étiquette.
À part de Ouais. ça, non, ça n'arrive pas trop souvent. Mais encore là, c'est tellement peu testé, tu sais, qu'on ne le sait pas, tu sais. Puis donc, quand on regarde ça globalement, c'est que si on ne manque pas de cofacteurs comme la vitamine A, puis tantôt, tu as mentionné calcium, magnésium, qu'on faut en parler, c'est super important. Mais étant donné que ça travaille en équipe dans le corps, quand on manque de rien puis qu'on s'alimente bien aussi, bien, il y a moins de chances d'avoir cette toxicité-là. Mais effectivement, il faut faire attention quand même avec les dosages, là. Absolument. Mais j'aurais tendance à dire les carences ne viennent jamais seules. Je ne me souviens plus qui a dit ça, mais les carences viennent ensemble. Donc, lorsqu'on mesurerait, par exemple, ou le médecin mesure, puis là, on fait comme oh my God, il te manque de la vitamine D selon ta prise de sang. Est-ce que ça se pourrait aussi qu'il manque de la vitamine E, qu'il manque de la vitamine K2, qu'il manque de la vitamine A également? Puis là, on a dit c'est des body-body, ça travaille ensemble, ça, ces choses-là. Bien sûr, ne sont pas testées. Tout comme des fois, on va voir, par exemple, bon, de l'anémie, fait qu'il y a un manque de fer, ferritine, etc. et tout ça. Bon, mais on ne teste pas les autres minéraux. Donc, quelqu'un qui est carence en fer ou une femme qui est anémique, peut-être, via ses règles, bon, peu importe, ou une personne qui mange, qui a un apport insuffisant dans son alimentation, est-ce que ça se pourrait aussi qu'il y ait des carences en zinc ou en d'autres minéraux? Alors, les carences ne viennent jamais seules, mais on a tendance à les tester de façon seule et là, de prendre encore ça, la vision myopique, là, ou réductionniste que tu disais, de simplement supplémenter. Magnésium, je vais toucher à ça rapidement parce qu'on l'entend beaucoup. Encore là, je pense que moi, je fais un lien avec nos habitudes alimentaires ou les habitudes modernes. Bon, bien sûr, le nombre de plantes qu'on consomme a beaucoup diminué versus notre époque où est-ce que notre corps a évolué sur des millions d'années, etc., où est-ce qu'on était chasseurs-cueilleurs. Donc, notre nombre de plantes et notre diversité de plantes était très élevée à ce moment-là. Bon, bien sûr, le magnésium, il est partout dans les plantes. Hein, il est au centre de la molécule de chlorophylle qui donne la couleur verte aux aliments aussi. Bon, c'est pas juste les verts, mais les verts, entre autres. Et je ne sais pas toi, mais pour la plupart des gens qui viennent me voir, on ne consomme pas suffisamment de plantes. Donc, est-ce qu'on l'absorbe bien? On a assez une bonne acidité d'estomac? Le stress vient jouer là-dedans, tout ça. Donc, on l'utilise plus, le magnésium. Il y en a moins qui rentrent, tendance à avoir une carence en magnésium. Soudainement, on se retrouve avec une carence en vitamine D également, parce qu'un aide l'autre. Donc, reste-tu à regarder aussi au niveau du magnésium? Puis encore là, ce n'est pas juste de dire OK, mais c'est pas grave, je me prends un supplément de magnésium bisglycinate, mettons, puis c'est réglé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire ça, bien sûr. Hein, supplémentaire en magnésium, on peut faire ça, mais on devrait juste se poser la question pourquoi, que je disais tantôt. Oui. C'est quelque chose d'assez important, peut-être à mentionner que il y a de plus en plus de gens qui demandent à leur médecin de se faire tester, puis on le voit. On le voit en clinique, là, les gens qui nous apportent leur copie. Le magnésium, il est presque toujours correct si vous avez quand même une santé médiocre. Là, je veux dire, parce que dans le sang, le corps, ça va être une des dernières places que le sang va couper parce que sinon, ça peut être grave pour l'équilibre, le pH, l'homéostasie. Votre sang, s'il ne va pas bien, si le pH ne va pas bien, vous êtes mort. Là. Fait que le corps, en fait, va aller chercher des réserves de magnésium dans vos os. Dans vos dents. Fait que si on veut maintenir justement une santé osseuse puis dentaire, ben, il faut vraiment regarder encore une fois le gros portrait. Fait que c'est vraiment encore une mauvaise vision d'aller voir ben dans mon sang, mon magnésium est correct, ça veut dire que j'en ai pas de besoin. Fait que ça, c'est vraiment faux parce que vous allez peut-être être en train de gruger dans vos réserves pendant longtemps. Ouais. Il faut effectivement regarder l'alimentation, regarder votre niveau de stress qui fait uriner plus le magnésium, puis le café. Combien de gens consomment trop de café, puis à ce moment-là, on urine nos minéraux, entre autres le magnésium. Puis, pourquoi qu'on voulait vous parler du magnésium, c'est que moi et Danick, en faisant nos recherches, on a remarqué, en fait, que qu'est-ce qui influence le fameux marqueur, je vous disais, le 25OH, qui est indirect, donc qui ne parle pas juste de la vitamine D. C'est reconnu qu'une carence ou un taux bas de vitamine D va baisser, en fait, le 25OH. Puis même chose avec le calcium, si je ne me trompe pas. C'est les deux qui font la même chose, ils baissent le 25OH quand ils ne sont pas adéquats. Fait que des fois, les gens vont se faire dire « Ah, tu as une carence de vitamine D », puis ils vont augmenter leur vitamine D, puis pourtant, justement, ils ont pris plein de soleil pendant l'été. Puis finalement, c'est pas ça, c'est vraiment leurs minéraux qui sont trop bas. J'ai trouvé ça super important de vous parler de ça aujourd'hui, puis j'aimerais ça avoir ton opinion clinique sur ça. Bien, c'est ça. Donc, c'est exactement ça. Donc, c'est les deux qu'on voit, magnésium, calcium. Encore là, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de supplémenter avec ces choses-là. On devrait probablement revoir l'alimentation, mais surtout regarder au niveau de la digestion. Tu parlais tantôt, il y a les vitamines liposolubles, justement. On a besoin du foie, la vésicule biliaire, la bile, gna.
Alors, pour ces minéraux-là, une question beaucoup d'acidité d'estomac et bien sûr d'apport dans notre alimentation. Puis, la façon dont on les mange aussi. Est-ce qu'on mange stressé sur le coin du bureau, on avale notre bouffe, on ne la mastique pas, etc. Tout ça peut jouer sur l'absorption et tout ça que je regarderais avant de supplémenter avec ces choses-là. Surtout le calcium, je dirais que je mettrais un petit bémol là, de supplémenter ça en grande quantité. Ceci dit, ça pourrait être le cas. Alors, quelqu'un pourrait pas nécessairement avoir une carence en vitamine D, mais c'est versus ces minéraux qui sont en bas absolument. Puis il peut avoir d'autres facteurs aussi. L'autre qu'on voit influencer ça, puis peut-être tu peux m'en parler un peu ou faire le lien avec le stress oxydatif, ça serait la glutation. Là, on voit des études, mettons que lorsque on augmente la glutation, soit via des modifications dans l'alimentation ou certains suppléments, par exemple, une acétylcystéine, la cystéine, une acide aminé, qui est un précurseur du glutation, tout ça. Donc, est-ce que ça se pourrait aussi qu'une carence en vitamine D soit tout simplement un état de stress oxydatif un petit peu plus élevé qui fait que là, bon, on brûle tout ou on utilise toute notre glutation, on est en manque de glutation. Et c'est ce qui fait que le 25OH, par exemple, dans le sang, pourrait être bas un peu. Ça pourrait venir d'un paquet d'autres facteurs, mais on voit ça aussi. Là. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, mettons, là-dessus. En fait, on le sait qu'effectivement, l'inflammation va aller fausser la 25OH. Les toxines environnementales également. Donc, c'est démontré que la pollution va avoir plusieurs effets néfastes au niveau de la vitamine D. Premièrement, on le sait que la pollution dans le ciel va empêcher les gens de fabriquer leur vitamine D avec le soleil parce qu'il y a trop un blocage des rayons ultraviolets. Mais qu'un fardeau dans le corps de toxicité, que ça soit des dérivés de plastique, si vous mangez toujours du take-out, puis vous êtes toujours en contact avec du plastique, des bouteilles de plastique, les fameux phtalates, BPA et tout ça sont reconnus pour aller bloquer ça. Mais là, c'est ça, j'essaie de me rappeler dans les notes, en fait, l'inflammation puis les toxines, est-ce qu'il augmentait faussement le 25OH? Là, Non, il a tendance à diminuer, si j'ai bien compris. Il y en a un qui fonce à la hausse. J'aimerais ça qu'on le mentionne, mais pour... OK. C'est lequel qui a augmenté à la hausse, donc, qu'il ne fallait pas que les gens se trompent. C'était peut-être le butyrate. En tout cas, on va y revenir tantôt. Mais effectivement, la pollution aussi, ça a été démontré que si on travaille le foie, puis on le sait que le foie est impliqué dans la production du 25OH, fait que si on aide le mécanisme de votre foie à faire sa propre détoxification, donc c'est pour ça que tu mentionnais le glutation, fait que pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est la molécule numéro 1 antioxydante dans le corps et de détox que votre foie fabrique quand il va bien. C'est certain que si le foie est épuisé parce qu'on est tout le temps en contact avec des pesticides, des toxines, puis trop de médications qui affectent le foie, effectivement, en aidant en supplémentation ou avec l'alimentation, on pourrait aider de faire monter le 25OH, dans le fond, dans votre résultat sanguin sans même donner de la vitamine D. Mais encore là, il faut se poser la question, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas besoin de vitamine D. C'est un tout, mais effectivement, c'est un exemple pour dire que le 25OH, c'est un marqueur de plein de choses, finalement. C'est un marqueur de plein de choses, puis que ça peut donner une idée de la vitamine D, mais pas nécessairement tout le temps à 100%, puis qu'il y a des bémols à mettre là-dessus. Puis les autres facteurs comme obésité en est un, donc on le voit des études, plus la masse grasse est importante, plus le 25OH a tendance à être bas dans le sang. Donc, puis c'est normal parce que c'est storé dans le gras, ça, ces choses-là. Donc, on verrait probablement certaines personnes qui s'y perdraient du poids, on verrait le 25OH augmenter à ce moment-là dans le sang, dans certaines études. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'il manquait de vitamine D. Aussi, on va avoir tendance à voir que ceux qui sont un petit peu plus en obésité, ça prend des plus hauts dosages, justement, de vitamine D pour ceux qui veulent essayer de doser ça. Donc, mais ça ne veut pas dire que c'est ça le problème. Donc, ou qu'on devrait hausser la dose nécessairement. Un problème métabolique ou d'obésité, etc., qui joue là-dedans. En même temps, quelqu'un qui est en obésité, ça se pourrait-tu aussi que son foie est surchargé aussi un petit peu, puis que là, il y a peut-être de la misère avec sa bile pour absorber la vitamine D, tout ça. Donc, c'est de faire ces liens-là, puis d'essayer de voir le portrait global un peu. Donc, l'obésité, c'en est un. L'inflammation, c'en est un autre. Donc, on parlait de prise de sang tantôt, mais quelqu'un qui pourrait vérifier justement l'albumine ou le CRP, la protéine C-réactive, tout ça, et autres marqueurs qui pourraient nous indiquer s'il y aurait un état d'inflammation ou si la personne aurait certains symptômes intestinaux, tout ça. On sait que, bon,
petite partie ou une bonne partie de l'inflammation pourrait venir d'intolérance alimentaire, mais aussi de ce qui ne vit pas au transit dans les intestins. Donc, l'équilibre du microbiote et tout ça. Ce que tu mentionnais tantôt pour le butyrate, oui, ça augmente le 25-OH. Donc, le butyrate, c'est un acide gras à chaîne courte pour les gens à la maison qui sont produites par nos bactéries intestinales qui vont digérer certaines fibres et phytonutriments qui aident à diminuer l'inflammation intestinale, à avoir une barrière intestinale qui est saine. Et donc, c'est impliqué, le butyrate, directement dans notre inflammation intestinale et dans l'équilibre de notre immunité ou de notre système immunitaire. Donc, à ce moment-là, on voit automatiquement l'inflammation diminuer si le butyrate est augmenté dans les intestins via la consommation de légumes, tout simplement, le nombre de plantes, etc. Et là, on voit le 25-OH augmenter dans le sang dans plusieurs études. Donc, est-ce qu'on devrait juste supplémenter avec de la vitamine D ou on devrait regarder aussi ce qui se passe dans les intestins, y a-t-il de l'inflammation et tout? C'est ça qui est intéressant. Mais c'est surtout ça qu'on veut mettre en lumière aujourd'hui parce que si des études démontrent que les gens avec une meilleure flore intestinale qui produisent cette molécule-là bénéfique qui s'appelle le butyrate, qui est anti-inflammatoire, fait augmenter votre 25-OH sans même prendre de la vitamine D, bien là, c'est la preuve que justement, il faut vraiment adresser la santé et le bien-être d'une façon tellement globale et non par département, par compartiment. Fait que c'est ça en gros, mais il faut vraiment pas oublier, c'est ça, là, je pense que la carence en calcium, parce que le magnésium, je pense que les gens qui nous suivent, les gens qui sont intéressés à notre domaine, qui lisent, je pense que la plupart soit mangent assez de légumes ou vont prendre un supplément de magnésium. Je pense que le calcium, je voulais le mettre en lumière aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des intolérances alimentaires ou par principe pour les animaux vont réduire les produits laitiers. Ça reste que les deux autres sources qui vont vous donner assez de calcium, c'est les crucifères. Encore là, il y en a plein qui ne tolèrent pas, qui ont des ballonnements, qui ont des problèmes digestifs et qui les éliminent dans leur alimentation. Puis après ça, il reste les os qui sont comestibles. Donc, pas le bouillon d'os, mais vraiment les os que vous allez trouver comme dans les sardines, les saumons en conserve, où est-ce qu'ils ont laissé les os trempés, que ça devienne mou, puis que là, on peut faire des recettes. D'ailleurs, j'en ai une super sur mon site web puis dans mon livre, donc pour faire des galettes avec des poissons en conserve. Ça vous permet d'aller chercher du calcium. Mais je pense que le calcium, il est pas assez mis en lumière par rapport que là, si vous essayez de doser votre vitamine D, c'est pour ça que vous prenez de la vitamine D puis que vous prenez des assez bonnes quantités puis que vous refaites le test puis votre médecin vous suit puis là, vous suspectez que vous ne l'absorbez pas, bien, il faut faire attention parce que là, c'est ça l'affaire, c'est que souvent, les gens vont augmenter leur vitamine D, augmenter, mais si jamais ils ne sont pas en train de penser au calcium, magnésium, bien, votre 25-OH ne montera jamais puis vous êtes peut-être en train de trop prendre de vitamine D puis là, bien, à ce moment-là, il y a quand même des risques. C'est sûr que la toxicité, elle a été démontrée à des vraiment hauts dosages. Fait que c'est pas la toxicité qui est dangereuse. Oui, on peut se rendre là, il faut faire quand même attention, mais c'est plus l'équilibre que si vous êtes en train de jouer à monter la vitamine D, mais que vous êtes en train de manquer les cofacteurs, bien, vous allez peut-être avoir un déséquilibre. Puis vous n'allez pas non plus atteindre le bienfait que vous voulez, parce que la plupart des gens qui prennent la vitamine D actuellement, c'est pour se prévenir des infections, aider l'humeur, puis prévenir les maladies graves comme le cancer, etc., qui a été étudié avec le lien. Fait que ça prend vraiment un tout, là. Très intéressant. Mais oui, absolument. Tu sais, calcium, c'est bien que tu l'apportes. Moi, j'étais plus du côté magnésium, glutation et tout ça. Puis j'ai tendance, c'est peut-être moi mon biais, je dirais pas anti-calcium, mais c'est comme le mauvais garçon pour moi un peu comme on parlait de la vitamine A tantôt, hein, qui n'a aucun rapport. Hein, mais c'est ça, je reconnais ça, mais c'est très cool que tu en as parlé comme ça. Puis oui, à avoir quand même le calcium. Puis oui, c'est à la mode on retire les produits laitiers et tout ça. Puis il y a des bons nutriments quand même là-dedans et tout ça, dont le calcium qui est super absorbable, etc., contrairement au calcium des plantes et tout ça. Il y a tout ça qui joue. C'est super intéressant. Les autres facteurs, on parle des toxines, des métaux lourds, tu parlais des phtalates, BPA tantôt. Des études aussi sur les métaux lourds. Puis on sait qu'il y en a de plus en plus donc, dans l'environnement et tout ça. Donc, on devient de plus en plus toxique. Les microplastiques, ça augmente, tout ça. Donc, la pollution de l'air augmente. On absorbe mal la vitamine D. Puis avant, on voyait moins ça, mais depuis quelques années, on commence à voir justement, via ça, des rapports de dire oh my God, il y a des carences justement en checkant 25 OHD. Il y a des carences en vitamine D, mettons, de façon importante, même dans des endroits comme, mettons, la Floride, où est-ce qu'il y a du soleil à l'année, puis là, on fait comme, oh my God, comment ça? Bon,
Bien sûr, il y a un peu de l'aspect moderne là-dedans, c'est-à-dire que même si on reste en Floride, tout le monde est en dedans, puis à la climatisée, puis ils ne vont pas dehors. Mais quand même. Donc, c'est plus important maintenant que d'autres. Donc, il y a probablement d'autres facteurs. Pollution, les microbiotes qui sont de moins en moins diversifiés, les métaux lourds qui augmentent, bon, tout ça, les plastiques et tout. Donc, on se retrouve avec un environnement où est-ce que globalement sur la Terre, les nutriments qui sont disponibles pour nous autres ont tendance à diminuer dans notre nourriture ou dans notre mode de vie qui fait qu'on va moins dehors, etc. Et les toxines ont tendance à augmenter, qui viennent encore plus demander plus de nutriments et bloquent l'absorption de certains de ces nutriments-là. Donc, on s'en va dans une pente où est-ce qu'on ne peut pas continuer comme ça de façon éternelle. Éventuellement, s'il y a de moins en moins de nutriments qui manquent, puis il y a de plus en plus de toxicité ou de toxines dans l'environnement, la pollution de l'air, etc., maintenant, on va avoir de la misère. Bon, on le voit déjà un petit peu, là, que l'humain est un petit peu plus fragile et qu'on a de la misère à gérer ces choses-là. Puis, ce facteur-là serait probablement juste un des nombreux facteurs qui pourraient faire ça, mais quand même, on le voit quand même, c'est un peu inquiétant tout ça. Fait que, aujourd'hui, c'était de dire que, la vitamine D, oui, au Québec, probablement qu'on devrait supplémenter. On devrait peut-être faire attention avant d'interpréter notre 25OH. Il y a d'autres facteurs qu'on devrait checker, justement, les toxines, le foie, la microbiote, l'inflammation et tout ça. Exact. Ceci dit, j'ai une cliente que j'ai déjà eue qui vient me voir pour de la fatigue, mettons, de façon très intense, mais aussi comme une espèce d'intolérance à l'activité physique, pas capable de tricher un peu dans la diète, aucune résilience. Elle faisait un peu d'activité physique, était comme fatiguée et down pendant 3-4 jours après. Puis, ne comprenait pas vraiment qu'est-ce qui se passait. Puis c'était une carence relativement grave en vitamine D. Bon, probablement d'autres facteurs qui jouaient aussi pour elle, mais ça faisait comme 4-5 ans qu'elle était comme ça. Elle avait la peau un petit peu plus foncée aussi, donc elle absorbait probablement moins sa vitamine D. Puis à un moment donné, j'ai allumé lorsqu'elle a dit justement qu'il y a certains problèmes de peau, tout ça. Elle évitait le soleil, puis elle n'allait pas dehors. Puis lorsqu'on a fait demander via son médecin, tout ça, de tester la vitamine D était vraiment basse. Juste de donner de la vitamine D, après ça, en 3-4 jours, son chum il a dit « Oh my God, je revois ma blonde que j'avais il y a 5 ans, t'imagines? Wow. » Alors, une carence en vitamine D, ça existe bien sûr. Puis des fois, de donner de la vitamine D, c'est une bonne idée. Mais il y a aussi plein d'autres facteurs, donc ça prend en considération. Puis souvent, les gens à la maison vont essayer ils simplifient ça trop. Hein? Bon, au Québec, tout le monde a de la vitamine D, donc on s'en va là-dedans, puis on l'achète à la boutique, puis on fait juste prendre ça. Ou j'ai vu dans ma prise de sang via mon médecin, mettons que ma vitamine D est à base, donc je fais juste supplémenter de la vitamine D. Mais il y a plein d'autres affaires. Bien sûr, pour ces gens-là, c'est difficile de savoir ce qu'on ne sait pas. Donc, si on ne le sait pas, on ne le sait pas qu'on ne le sait pas. Fait que c'est facile de dire ma vitamine D semble basse, ou mon médecin me prescrit, ou bon. Mais c'est correct aussi de venir voir quelqu'un qui s'intéresse à ça, qui s'intéresse à la santé naturelle, qui va voir Marie-Soleil, peu importe, puis qui dit ce serait quoi mes autres facteurs ou y a-t-il d'autres choses, ou pourquoi, c'est la question que je disais tantôt, pourquoi il y avait ça? La vitamine D est basse, pourquoi? Parce que je ne sortais pas assez dehors, parce que je suis trop stressé, parce que les affaires que je disais tantôt, ou il y a d'autres choses. Il y a aussi un lien, parce que je m'aperçois que j'ai mal partout dans les articulations, donc il y a des signes d'inflammation, peu importe, j'ai plein d'intolérances alimentaires, donc là, il y a un lien, on voit le lien, le microbiote, inflammation, tout ça là-dedans, à tout jouer là-dedans plutôt que de simplement supplémenter. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne supplémente pas, bien sûr, quand la vitamine D, bon, on a des indices peut-être que ça pourrait être bas. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je suis d'accord. Pour moi, c'est vraiment global. C'est ça que je voulais mettre en lumière aujourd'hui, de considérer le corps dans son entier, puis de mettre en lumière que ce marqueur-là ne veut pas tout dire, qu'au contraire, il peut nous dire qu'il se passe d'autres choses de pas correct dans le corps. Mais le point que j'ai retenu de ton histoire, bon, oui, on le sait qu'avec la peau foncée, on va peut-être avoir besoin de plus de soleil pour fabriquer notre vitamine D. Encore là, ça, il y a des études controverses qui disent que les gens sont adaptés à tolérer mieux le soleil puis fabriquer justement moins de 25 OH. Fait qu'encore une fois, oui, ils ont besoin de peut-être plus de soleil, mais le 25 OH va peut-être pas monter autant que nous. Fait que ça, c'est encore une fois à surveiller, mais effectivement, c'est un point, je pense, important pour les gens qui ont la peau plus foncée. Ils sont adaptés au soleil, donc ils en ont besoin de plus pour être capable que le corps soit stimulé par les rayons UV.
Mais aussi, c'est que le soleil, ça reste vraiment la meilleure source. Puis là, bon, là, l'hiver, on n'a pas le choix, là. On est pris à vivre avec nos conditions météorologiques au Québec. Mais par contre, je voulais quand même dire aux gens que moi, je vois trop de gens qui ont peur du soleil. Puis, tu sais, l'histoire du cancer de la peau, en fait, est en lien avec plein de choses. Puis, c'est pas juste le soleil. En fait, moi, je dirais que je vois plein de gens avec des cancers de peau, que ces gens-là allaient pas au soleil ou c'était des endroits, genre sur la fesse, où est-ce que la personne, elle mettait pas un string, là, c'était un homme, puis il n'y avait jamais eu de soleil sur sa fesse. Donc, c'est vraiment multifactoriel, encore une fois. Il faut arrêter d'avoir peur du soleil. À la limite, oui, on peut mettre de la crème solaire, bon, idéalement de la naturelle ou des vêtements après tant de minutes, mais de se permettre d'avoir un 20 minutes, une demi-heure. Notre capacité, en fait, de tolérer le soleil pour bronzer sans brûler, c'est l'idéal, 3-4 fois par semaine. Parce que, qu'est-ce que moi j'ai appris dans une conférence en 2017, je pense que tu es au courant, toi aussi, c'est Dr. Stephanie Seneff, qui est une PhD qui a fait beaucoup de recherches sur le glyphosate, qui est un pesticide d'ailleurs qui est très, très nocif pour la santé. Puis elle a fait des études aussi sur l'autisme en lien avec la pollution. Elle a démontré que le soleil fabriquait une forme de vitamine D qui était mieux que ce qu'on va aller chercher en supplément. C'est une forme sulfurée, puis que ça augmentait justement une des molécules de soufre dans nos corps impliquées dans la détox, puis que ça l'aidait vraiment, vraiment le système cardiovasculaire, la protection contre le cancer. Fait que autant qu'on blâme le soleil pour le cancer, finalement, on aurait une protection aussi. Fait que c'est encore une fois, c'est un juste milieu. Puis mon autre lien avec ça, ça m'a fait allumer que je ne vous ai pas mentionné tantôt les signes parce que, étant donné que maintenant, aujourd'hui, on ouvre le fait que la vitamine D isolée, peut-être qu'on devrait se poser la question si on a assez de vitamine A dans notre alimentation ou aller la chercher à la place dans le combo avec le foie de morue, en nourriture ou en supplément. Mais un des problèmes, en fait, c'est quand on manque de vitamine A, on va avoir des effets néfastes du soleil. On va avoir des problèmes de peau. On va avoir des problèmes en lien avec de tolérer la luminosité, les yeux et tout ça. Fait que ça fait tout du sens, en fait, je trouve, de mettre ça ensemble. Là. Absolument. Très bon point. Fait que là, mettons, si on conclut ça là, éventuellement, là, on fait quoi? Là? On supplémente pas, on teste 25 OH, on fait rien, on prend une grosse dose, on fait quoi? C'est individualisé, là, tu vas me dire. Fait que là, tu sais, à chacun ses affaires. Mais lance-moi un peu de ça, là, on fait quoi? Là, je peux te donner mon opinion, puis tu donneras la tienne après. Je pense qu'on doit rester prudent. Tu sais, dans les dernières années, on a vu beaucoup de thérapeutes qui sont partis avec les histoires que là, la vitamine D, c'était bon, puis on voit des gens qui prennent un 5 000 à 10 000 par jour. Je pense que c'est quand même des trop hauts dosages si on n'est pas en train d'avoir un suivi médical approprié. Qu'il y a des risques à ça. Puis je pense qu'à court terme, si on veut monter des dosages, on le sait là, qu'on n'a pas pris de soleil, puis on le sait qu'on n'a pas de source alimentaire, puis qu'il est presque sûr que notre 25 OH est réellement bas, que ce n'est pas d'autres cofacteurs. Je pense que ça peut être intéressant, effectivement, d'en prendre des bonnes doses, parce que ça prend quand même un petit moment, puis ça prend des assez bonnes doses pour aller augmenter votre 25 OH à un niveau qui est adéquat. D'ailleurs, dans le groupe de l'événement, je t'allais poster le tableau des valeurs. Ça, c'est une autre affaire qui est très, très mêlant, c'est que les valeurs aux États-Unis sont pas exprimées de la même façon. Fait que souvent, aux États-Unis, ils vont dire « Ah, 30, c'est correct. » Puis là, à partir de 50, c'est de la toxicité. Mais nous, au Canada, la toxicité est calculée, ou une valeur trop haute est calculée en haut de 150. Fait qu'il faut être au courant que les valeurs ne sont pas exprimées de la même façon, dépendamment si vous lisez de la littérature canadienne ou américaine. Fait que c'est ça. Fait que moi, je pense que, allez-y avec la dose qui est plus commune si vous avez eu du soleil, fait que vous avez eu déjà vos réserves d'été. À ce moment-là, allez-y peut-être avec excuse-moi, là, je ne l'ai pas devant moi, la quantité, c'est par kilogramme, là, pour aller calculer le 1000. Je l'avais en note tantôt. Tu l'avais-tu proche de toi? Je l'avais. J'ai pas ça. Je ne peux pas t'aider. Non, ben c'est pour calculer à peu près. Là, la plupart des gens vont avoir besoin entre 1000 à 3000, dépendamment de leur poids. Là. Fait que c'est calculé en kilogrammes. Je vais essayer de le retrouver tantôt. Puis de se poser la question, justement, si vous en prenez de la vitamine D, puis que vous en prenez depuis longtemps, puis que vous faites un test parce que votre médecin désire investiguer ça, puis que votre taux est bas, ben posez-vous la question, comme on a dit, est-ce que vous avez assez de magnésium? Est-ce que vous avez assez de calcium?
Est-ce que vous avez une maladie inflammatoire ou possiblement quelque chose de sournois inflammatoire? Est-ce que vous avez peut-être un foie qui aurait besoin d'un petit coup de main? Est-ce que vous vivez dans une région qui est très polluée? Des fois, les gens ils vivent à côté d'un champ plein de pesticides ou ils vivent en ville à Montréal puis ils respirent l'exhaust à chaque jour. Fait que c'est vraiment de regarder globalement qu'est-ce qui fait du sens. Puis, je pense que c'est plus prudent si vous allez prendre des hautes doses, que ça soit à court terme puis que ça soit suivi par quelqu'un qui s'y connaît, là, que ce soit un thérapeute en naturopathe agréé, soit un pharmacien, soit un médecin. Il y a des médecins qui ont fait plus de formation que d'autres à ce niveau-là. Sinon, des fois, ils vont vous référer au pharmacien pour décider de la dose, là. Absolument. Donc, souvent, je vais avoir tendance, moi, personnellement, juste à simplifier ça parce qu'il y a justement tellement de facteurs. Tu parlais des facteurs génétiques tantôt qui peuvent changer l'absorption au niveau des autres cofacteurs et autres. Donc, pour moi, de le calculer précisément, mettons, OK, 50 IU ou 60 IU par kilogramme ou plus ou moins ou quelque chose comme ça, normalement, je rentre un petit peu moins là-dedans. Je vais avoir tendance à y aller avec des doses plus conservatrices, bien sûr. Oui. Mais justement, comme tu disais, si vous avez le bonheur d'avoir un médecin qui teste ça ou que votre 25 OH était bas, puis qu'ensuite de ça, on supplémente avec une certaine quantité de vitamine D ou que le médecin en donne la vitamine D puis qu'on voit que le 25 OH n'augmente pas, c'est là que je me posais des questions sur beaucoup d'autres facteurs. J'aurais tendance à dire la vitamine D, on ne supplémente pas ça à l'année. On devrait sortir dehors à l'été et tout ça. Mais à l'hiver, je pense que tout le monde au Québec, au Canada, que ce soit juste ça, là, les expériences cliniques au cours des années, de juste dire, tu sais, quelqu'un qui avait 4 rhumes par hiver normalement, puis que là, on supplémente avec un peu de vitamine D, puis là, il n'y en a plus de rhumes depuis 2 ans. Tu sais, ça, c'est pas une fois ou deux. Là. Ça, on voit ça là, comme tout le temps. Donc, on voit vraiment... Des cas de psoriasis aussi, des gens qui supplémentent avec des bonnes doses au début pour augmenter, puis le psoriasis disparaît presque au complet. C'est assez spectaculaire, là. Oui. Alors voilà, donc sans donner de chiffres nécessairement, je dirais oui, pour pas mal tout le monde, vitamine D à l'hiver, mettons, au Québec, mais pas à l'été. On devrait sortir dehors, se faire bronzer, tout ça. Comme tu disais tantôt, moi, des fois, je dis, à la fin de l'été, ça devrait être noir. Ou essayer d'être noir, sans jamais brûler la peau. Donc, on ne veut pas brûler la peau, bien sûr, on ne veut pas stresser la peau de façon, et c'est là qu'on abîme tout ça, les particules de collagène et tout ça, donc on ne veut pas ça, mais on va essayer d'être brun. Donc, on veut être bronzé. C'est certain que c'est l'idéal si on est capable, si on n'a pas de maladie spécifique, qu'on ne prend pas de médication qui nous empêche d'aller au soleil, c'est clair que c'est l'idéal, oui. Parce qu'il y a tellement de bienfaits au soleil autres comme la vitamine D. Puis comme tu dis, la vitamine D qu'on capte du soleil, c'est pas la même chose pantoute que la vitamine D qu'on prend en supplément, hein, qui est aussi des fois remis en question par certains chercheurs qui vont dire justement la version qu'on utilise, c'est pas vraiment une bonne version, c'est une version cheap, un peu comme si on avait, mettons, une vitamine du groupe B non activée un peu. C'est ce qu'on supplémente avec une genre de vitamine D cheap. Ceci dit, à l'hiver, c'est une bonne idée, c'est sûr, je pense, pour la plupart des gens. Puis on y va un peu plus conservateur que trop élevé en dose, mais que si vous pouvez mesurer, même si ce n'est pas un marqueur parfait, comme on a dit tantôt, le 25 OHD, pour pouvoir ajuster un peu notre dose et regarder les autres facteurs. J'ai-tu du genre à avoir un facteur inflammatoire? J'ai-tu du genre à avoir de la toxicité, etc., ou autres facteurs qu'on a parlé aujourd'hui? Ou aller voir un professionnel pour ça, pour adresser ces affaires-là, surtout lorsqu'on voit qu'on a tendance à être susceptible aux infections respiratoires ou autres types d'infections et que le 25 OH ne semble pas élevé ne semble pas s'élever comme on penserait dans la prise de sang à ce moment-là. Le but ne serait pas nécessairement de doser la vitamine D en mongol jusqu'à temps que ça monte. Ce serait de regarder d'autres facteurs parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui bloque ou qui fait que ça n'augmente pas. C'est pas une carence de supplémenter 20 000 unités internationales par jour, là, même si c'est ça. Oui. Et donc... mais c'est bien dit, c'est comme si dans le fond, le 25 OH, en attendant que peut-être le 1-25 OH, peut-être qu'il sera disponible dans le futur, on l'espère, hein, le plus qu'on aurait de précision, le mieux qu'on comprendrait notre corps, mais pour l'instant, ça ne semble pas être très, très disponible là, au Canada. En attendant, on peut voir comme le marqueur dans le sang, le 25 OH, comme un marqueur de santé globale, finalement, parce que là, ça peut nous indiquer plein de choses. Il faut vraiment regarder le gros portrait. Je pense que c'est une bonne façon de conclure ça pour aujourd'hui.
Mais on n'a pas répondu aux petites questions. Là. Je sais qu'on est déjà à notre heure. On avait dit qu'on ne faisait pas plus qu'une heure. Veux-tu qu'on prenne peut-être juste 2-3 minutes pour répondre rapidement aux questions, Danick? Est-ce que tu es correct dans ton horaire? On peut faire ça. Il y a quelqu'un qui dit qu'on fait une belle équipe. Je suis d'accord. Fait que ça c'est cool. Mais c'était pas une question. Micheline dit vitamine D aider pour le cancer. À moins que tu veuilles dire quelque chose, Marie-Soleil, là-dessus, j'aurais tendance à dire que c'est plus une question médicale. Et je référais, oui, ben, je mettons, pense au médecin, je pense qu'on peut peut-être dire qu'il y a énormément de recherches, puis que les gens peuvent trouver sur PubMed énormément d'études sérieuses en lien avec comment la vitamine D peut aider à prévenir et faire partie du protocole global. C'est clair que je pense pas que ni un ni l'autre, on est spécialisé en oncologie, fait qu'on va s'abstenir de plus de détails. Mais j'aurais aimé ça répondre à la question du calcium avec toi, parce que la personne a demandé comment savoir si on a une carence en calcium. C'est sûr que, tu sais, on a utilisé le mot carence. J'aimerais ça faire un aparté sur ça parce que c'était plus pour verbaliser de façon plus facile le sujet d'aujourd'hui. Mais tu sais, des fois, on a utilisé carence qu'on aurait peut-être dû dire un taux non optimal. Parce que comme je vous expliquais souvent, tu sais, votre taux dans le sang peut être testé, puis il va être correct, autant le calcium, magnésium, mais ça ne veut pas dire que vous avez un taux optimal dans votre corps parce que votre corps est continuellement en train de voler dans vos réserves des eaux. Fait que, ouais. pour la réponse de la madame, c'est que premièrement, il faut calculer peut-être avec une application comme il y a le chronometer, il y en a plusieurs, là, des applications, il y en a en français que vous pouvez calculer peut-être pendant une semaine ou deux, voir est-ce que vous avez assez de sources de calcium dans votre alimentation. Ça, c'est une. Deuxièmement, avez-vous des problèmes digestifs? Si vous avez une digestion lente, vous avez des rots, vous avez des brûlements d'estomac, il y a des très grandes chances que vous n'absorbez pas vos minéraux, comme le calcium, le magnésium et le zinc. Ça prend de l'acidité gastrique pour absorber vos minéraux. Tantôt, on parlait de bile pour absorber les vitamines liposolubles, mais là, pour les minéraux, c'est l'acide que ça prend. Ça, j'ai un article au complet sur mon site, si jamais ça vous intéresse. Puis, en pratique privée, moi et Danick, on peut vous aider à savoir si c'est ça le problème dans votre digestion. Mais dès qu'on a une digestion lente, dès qu'on a des rots, il faut se poser la question, voir si on a assez d'acide chlorhydrique. Donc, ça, c'est 2. Puis 3, en fait, c'est que si jamais vous pensez d'avoir un réel problème de calcium puis que vous êtes à risque d'ostéoporose ou que votre 25OH ne monte jamais puis que c'est vraiment un problème dans votre alimentation, parlez peut-être à votre médecin. Moi, je vous suggère d'acheter ce livre-là pour tous ceux qui ont de la grande intérêt pour la vitamine D. C'est un médecin qui s'est spécialisé au niveau de la sclérose en plaques, multiple sclerosis en anglais, et comment la vitamine D peut aider. Lui, il travaille avec des mégadoses, donc c'est son nom, ce qui est écrit là. Ça, c'est le nom de l'auteur, mais le nom du médecin, je vais vous le. Ah, c'est le Combra Protocol. Je vais vous le mettre là dans les commentaires. En fait, ce médecin-là dit exactement quoi faire quand on veut donner des grosses doses, puis comment tester pour être sûr que le calcium est correct. Fait que c'est un marqueur dans le sang que nous, ben, on n'a pas de pouvoir sur ça en tant que naturopathe, mais vous pouvez avoir cette discussion-là avec votre médecin si jamais vous avez un problème réel là, que vous croyez important avec le calcium ou une maladie auto-immune. Donc, ça dit autant comment faire du dosage vraiment élevé pour ce genre de problème-là, puis comment mesurer le calcium avec le PTH. Donc, c'est au niveau en lien avec la parathyroïde qui contrôle votre calcium dans le sang. Fait que je trouvais ça important de mentionner qu'il y a quand même des spécialistes qui ont écrit des livres. Des fois, ça vaut la peine. C'est des livres qui coûtent comme environ 15 $. Ça peut être intéressant d'avoir ça comme référence si jamais vous avez besoin de pousser plus loin avec votre thérapeute, là, ben, votre médecin, en fait. C'est cool. Moi, j'adore l'option que tu as mentionnée de chronometer. Juste, on rentre notre bouffe, on check, voir. Sur plusieurs jours, on peut voir si, bon, bien sûr, on ne peut jamais totalement savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de notre nourriture. Fait que, c'est des estimés là, qu'ils mettent dans des bases de données pour calculer ça, mais ça peut donner une idée quand même. Dans le site Chronometer également, dans la version payante, il nous calcule notre score PRAL, P-R-A-L, qui est dans le fond un peu l'équilibre acido-basique, là, le rapport entre les protéines puis certains minéraux comme le calcium, mais magnésium et autres, qui s'occupent de notre équilibre acido-basique. Donc, souvent, notre calcium va être un peu protégé là, si notre score PRAL il est autour de 0, c'est-à-dire qu'on n'est pas trop dans une acidité métabolique ou du moins que l'équilibre entre certaines acides aminés et certains minéraux est bon. Fait que ça, on peut calculer ça facilement. Quelqu'un peut juste rentrer son journal alimentaire à l'intérieur de Chronometer puis on peut voir notre score PRAL. Dans une prise de sang, certains vont mesurer aussi le bicarbonate, le CO2. On ne voit pas ça tout le temps, mais ça peut donner aussi peut-être un indice
un peu de l'équilibre acido-basique aussi là-dedans, qui peut nous donner d'autres indices, voir si on pense que notre calcium serait bien. À ce moment-là, j'aurais tendance à l'augmenter via l'alimentation et non à supplémenter nécessairement. Donc, j'aurais tendance à ajuster l'alimentation. Puis, oui. Moi, sur ma page, il y a Jimmy qui fait que je te relance la question, Marie-Soleil. Il dit, est-ce que de consommer du vinaigre de cidre de pomme serait une bonne idée pour les minéraux? Le vinaigre de cidre de pomme, on sait que ça peut être quelque chose de bénéfique pour aider à stimuler au niveau de l'acide chlorhydrique puis d'aider le pH de l'estomac. Je dirais par contre, pour quelqu'un qui a vraiment un problème de production d'acide chlorhydrique, parce qu'on voit ça, là, des gens qui ont été stressés chroniquement, des gens qui sont plus avancés en âge, on perd la capacité. Des fois, les gens qui ont comme un cercle vicieux de ne pas avoir justement eu d'acide chlorhydrique pendant longtemps, ou d'être végétarien pendant longtemps, on dirait qu'il y a comme une diminution. Fait que je dirais que l'acide chlorhydrique, ça sera peut-être pas assez des fois avec le vinaigre de cidre, mais ça peut être bon. Peut-être que je regardais avec votre thérapeute, des fois, on a vraiment besoin d'aller supplémenter puis d'aller donner plein de cofacteurs aussi pour ramener l'estomac à la vie. Mais le vinaigre de cidre de pomme, c'est pas néfaste. Non, c'est pas néfaste, ça peut être un petit bonus, là, c'est clair. Là. Ah oui, absolument. Donc, je suis d'accord avec toi. Donc, c'est pas miraculeux, mais oui, ça peut aider. Puis j'ai des indices de ça que ça a aidé plusieurs personnes. Là. Puis, en finissant, on peut peut-être répondre à la question. Les gens demandent au niveau de l'absorption, est-ce que la capsule est mieux ou le liquide? Donc, je pense qu'on est d'accord les deux ensemble qu'on travaille avec un produit qui est liquide, donc qui est dans du gras, qui va être mieux absorbé qu'un comprimé sèche. Puis ça, c'est vraiment important. Je l'ai publié souvent sur ma page Facebook puis Instagram. Il faut vraiment prendre la vitamine D au repas parce que justement, ça prend la stimulation du repas pour libérer la bile. Puis idéalement du gras dans le repas ou du gras dans le supplément qui va vraiment aider votre absorption versus ceux qui se font prescrire en comprimé. À ce moment-là, il y a peut-être une réduction. Mais si vous le mettez au repas, le comprimé, à ce moment-là, le repas va aider l'absorption. Absolument. Toi, ton produit préféré, on peut finir avec ça. Je pense que c'est le même que moi. C'est quoi ton produit préféré en supplément pour les gens qui nous écoutent pour l'hiver? Oui, bon, nous étant... thérapeute, tout ça, on a tendance à utiliser certaines marques qui ne sont pas nécessairement en vente libre. Donc, le produit d'Ortho Molecular Products, qui est une compagnie de qualité professionnelle qui ont une vitamine D avec un peu de K2 dedans. Donc, je pense que les deux, on utilise celle-là. Comme je disais, moi, j'en vends pas vraiment qu'il n'y a pas de vitamine K2 dedans. Également, il y en a qui vont en trouver aussi certaines compagnies qui le font en petites gélules, puis c'est bon, c'est dans une base de gras aussi également, ça serait parfait. Fait que, ou de le combiner avec un repas, comme tu disais. Fait que c'est ça. Dans certains de ces produits-là, je trouve des fois qu'ils ne sont pas parfaits. J'aurais tendance à vouloir des doses de K2 qui seraient un petit peu plus élevées. Tout ça, c'est juste moi personnellement. D'avoir aussi différentes sortes de K2. On avait parlé, All-In, qui aurait peut-être un peu d'MK4, un peu d'MK7 et non seulement de la MK7, tout ça dedans. Donc, je pense qu'il y aurait place pour ces compagnies-là à perfectionner leur supplément de vitamine D avec, mais bon, ça fait augmenter le prix, je pense, de beaucoup lorsque tu commences à mettre de la MK4, MK7 dedans. Donc, eux autres, ils ont des raisons financières et tout ça autour de ça également. Mais dans certains autres magasins d'aliments naturels, un mix des 3 K2, vous allez pouvoir trouver ça également. Excellent. Puis, en finissant, moi, je vous dirais que, oui, il y a des gens qui nous posent des questions. On pourra vous mettre des exemples de produits qu'on a confiance, qui ont justement la combinaison vitamine D3, K2. Et pour ceux qui pensent d'avoir une alimentation peut-être qui n'est pas assez riche en vitamine A, étant donné qu'on ne transforme pas toute la bêta-carotène, je vous invite à lire mon article qui va être publié bientôt. Vous avez déjà un post Instagram, Facebook pour avoir une petite idée de ce qui se passe avec votre carotte, puis pourquoi peut-être que vous n'avez pas assez de vitamine A. Et si vous croyez en avoir de besoin, soit regardez les recettes faites avec du foie de morue ou du foie de veau, du foie de poulet. Sinon, vous avez l'huile de foie de morue comme nos grands-mères. On va vous recommander des compagnies de confiance aussi là, dans les commentaires. Donc, un gros merci, Danick, de ta générosité. On a dépassé, comme d'habitude, on a trop de choses à dire, mais c'est très, très gentil de ta part d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, c'était très cool. Pour ceux qui veulent te suivre et qui ne te connaissent pas, on va mettre aussi peut-être le lien de ta page pour qu'ils puissent découvrir toutes tes belles publications en français. Merci à tous pour vos commentaires, vos questions. Et au plaisir de vous revoir bientôt. Bon début de préparatifs pour un hiver en santé. Bon week-end tout le monde. Bye bye.